Donc, bonjour et bienvenue. Merci d'être présent à cette conférence du LINE. Donc, il s'agit de la première conférence de l'année universitaire 2025-2026. Le LINE, Laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction, c'est un groupe de recherche qui a été mis sur pied à l'initiative de l'Association canadienne des écoles de traduction, l'ACET, afin d'encourager la recherche en français orientée vers les innovations technologiques et pédagogiques qui touchent la traduction à l'ère du numérique. Le noyau de l'équipe du LINE est composé de Valérie Florentin, d'Éric Poirier, de René Desjardins et d'Émilie Gobeil-Roberge. Comme toujours, je rappelle que le groupe a été mis sur pied grâce à l'aide inestimable de Zélie Guével. On tient à souligner le soutien financier de l'Université Laval, de l'UQTR, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège Glendon et du CRSH. On a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, donc je vous rappelle que le LINES est aussi un blog, qu'on a un appel à articles en continu et que l'on offre des bourses de rédaction de 350 aux personnes étudiantes et un accompagnement, et ce, peu importe votre cycle d'études. Allez consulter notre site Web. La conférence de ce matin s'intitule Réflexion sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement de la terminologie. Elle est prononcée par Philippe Kenyon. Même si la plupart d'entre nous connaissons bien Philippe, permettez-moi tout de même de le présenter. Philippe Kenyon a suivi ses études à l'Université de Montréal où il a obtenu un doctorat en linguistique en 1996 et une maîtrise en traduction en 1991. Il est terminologue agréé et traducteur agréé à l'OTIAC, professeur titulaire au département d'études françaises de l'Université Concordia. Il enseigne entre autres la terminologie. Depuis juin 2014, il est rédacteur en chef du magazine professionnel Circuit, dont il a dirigé la chronique Démo de 2007 à 2016. De 2001 à 2008, il a été membre du CMT, le Comité mixte sur la terminologie au Canada, et du comité ISO TC37 sur la terminologie et du CCN, Conseil canadien des normes. En 2019, il a été invité à participer au comité sur la stratégie numérique de l'Université Concordia. À l'heure actuelle, il occupe la fonction de vice-doyen des services pédagogiques aux étudiants et étudiantes. Donc, merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Donc, on va commencer la présentation. Je vais partager mon écran avec vous et pour ce faire, je vais dire partager, partager, ici, share. Ah, j'ai tout ça en anglais, bien entendu. Donc, share. Donc, théoriquement, vous devriez voir mon écran et je vais voir maintenant si je peux le mettre en plein écran. Vous me direz si jamais vous le voyez en plein écran. Ça marche? Parfait, cool. Et je vous vois en plus. Alors, c'est encore mieux. Donc, bienvenue à cette belle présentation. Comme l'a annoncé Alexandra, le titre est Réflexion sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement de la terminologie. J'ai plein de choses à dire, mais je ne vais pas pouvoir tout dire. J'ai quelques expériences qui se sont avérées très intéressantes aussi sur le point de vue pédagogique, en jouant avec notamment un outil, et je vous en parlerai davantage. Donc, les objectifs de la présentation, mettre en lumière l'impact de l'intelligence artificielle sur la terminologie, réfléchir à son intégration dans l'enseignement en prenant le point de vue de l'étudiant et pas nécessairement le point de vue professoral. Donc, c'est le point de vue étudiant. Et bien sûr, explorer des pistes pédagogiques et éthiques. La différence qu'il y a entre le point de vue étudiant et le point de vue professoral, le point de vue étudiant, c'est qu'est-ce que peut faire l'étudiant avec l'IA, et le point de vue professoral, c'est comment l'IA pourrait aider l'enseignant à enseigner mieux, trouver des outils, etc. Donc ça, c'était un autre sujet totalement parallèle et qui est quand même super utile à explorer un jour, parce que je l'utilise un petit peu et c'est intéressant. Donc, le rôle de la terminologie en traduction, la majorité des personnes le savent. Les traducteurs et les traductrices, en principe, consacrent entre 10 et 30 de leur travail en traduction à la recherche terminologique. Ça peut être un peu moins.
mais ça peut être aussi beaucoup plus. Ça va dépendre vraiment du caractère technique des documents qui sont à traduire. On peut faire de la recherche thématique si jamais, par exemple, on a plusieurs documents à traduire, ou ponctuelle si, après avoir fait une belle recherche thématique qui peut durer des heures, on trouve soudain un terme que l'on n'avait pas repéré, etc. Donc, on peut faire beaucoup de recherches ponctuelles aussi. Dans les cabinets de traduction, c'est surtout de la recherche ponctuelle que les terminologues font. En effet, donc, utiliser les bons termes, c'est essentiel pour la précision conceptuelle. C'est-à-dire qu'on veut véritablement, quand notre lectorat va lire notre traduction, qu'il sache ce dont on parle, ce qui est signifié. Et bien sûr, il y a la cohérence intratextuelle et intertextuelle. Donc, on peut utiliser toujours le même terme pour le même concept d'un texte à l'autre, ou alors d'un chapitre à l'autre, ou d'un paragraphe à l'autre quand on est dans son texte. Donc, la terminologie, ça rapporte pour pas se mélanger les crayons. C'est ça qu'il faut dire. Donc, ici, l'intelligence artificielle, elle entre en scène. Alors, depuis le lancement public de ChatGPT, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait pas tellement longtemps, ça fait une grosse explosion dans tous les domaines universitaires, même moins qu'universitaires. Donc, on parle même de l'école primaire. Et les attentes sont renforcées par rapport à ce que l'IA peut faire ou ne peut pas faire en traduction, en interprétation, en terminologie. Donc, en traduction, c'est véritablement beaucoup de personnes qui veulent s'en servir comme mémoire de traduction ou outil automatique de traduction. En interprétation, et on a vu ça cette année à la 7, il y a des programmes qui prétendument, parce que ça fonctionne pas du tout, alors je vous dis prétendument, veulent traduire en direct ce que les gens disent. Et des fois, ce sont des textes qui sont en dessous de la personne qui parle, mais des fois, c'est des voix qui sont superposées. Bonne nouvelle, ça marche pas du tout. Donc, les interprètes ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de travail et ça peut pas véritablement comprendre les accents. Alors, quand on est dans un pays comme le Canada où chacun a un accent différent, aussi bien en français qu'en anglais selon le pays dont on origine, ça peut très mal lire. Et en terminologie, comme on va voir, c'est pas parfait non plus, loin, loin de là même parfois. Donc, il y a encore quelques attentes qui sont dans l'avenir et qui vont peut-être être, réalisées dans l'avenir. Alors, quelques grands modèles de langage, probablement que vous en connaissez, GPT-5, le ChatGPT, le Llama de Meta, Gemini de Google, Mistral 7B de Mistral, bien sûr, Grok, dont beaucoup ont de la difficulté, avec lequel ils ont beaucoup de difficultés. L'une des raisons, Grok, c'est qu'il essaie toujours de prendre un point de vue et un autre point de vue, peu importe si l'un des deux est complètement ahurissant, et leur donner la même valeur. Donc, si jamais vous êtes conspirationniste, bonne nouvelle, c'est Grok qu'il faut utiliser. Claude de Anthropic. Et Claude de Anthropic, si jamais je me souviens bien des dernières nouvelles sur l'intelligence artificielle, Microsoft qui a contribué à la création de GPT, de ChatGPT, vient de sortir de ChatGPT pour aller vers Claude. Donc, après avoir versé des milliards de dollars dans un produit, ils ont décidé d'aller vers un concurrent. Et ça, c'est assez intéressant de savoir pourquoi. Et bien entendu, il y a aussi Perplexity qui, lui, est en principe fait pour les personnes qui sont intellectuelles, excusez-moi pour le mot intellectuel, et universitaires, etc. Il a certaines qualités par rapport à ChatGPT qui sont meilleures. Par exemple, si vous voulez concevoir une bibliographie, ChatGPT n'est pas très, très bon, mais Perplexity est nettement meilleur, de loin meilleur. Donc, si jamais vous voulez faire une bibliographie, allez sur Perplexity, ça ne sert à rien d'utiliser pour l'instant ChatGPT. L'évolution, alors on va prendre un petit exemple, comme je dis, ça s'est fait très très rapidement. On va prendre l'exemple de ChatGPT. Donc, ça a été lancé le 30 novembre 22, basé sur ChatGPT 3.5. Et en une semaine, il y a eu 1 million d'utilisateurs. Donc, ça a immédiatement pris. Les gens étaient
avait soif, disons, de quelque chose de nouveau. Donc, tout le monde l'a exploré. Ça a été utilisé à bon et moins bon escient, disons. Les gens l'utilisent de façon utile pour le travail, mais il y en a qui s'en servent aussi comme psychiatre. Donc, c'est un peu moins bon comme psychiatre, mais ça existe. Février 23, l'arrivée de ChatGPT Plus par abonnement. D'ailleurs, je dois révéler que je suis abonné à ChatGPT. ChatGPT, ça me coûte 31,60 par mois. Et je dois révéler que je trouve ça génial. J'aime beaucoup ça. On a la version gratuite, bien entendu, tous les modèles langagés dont je vous ai parlé auparavant. Ils ont une possibilité d'être utilisés gratuitement. En 23, le 14 mars, il y a eu ChatGPT 4. En septembre de la même année, il y a eu l'intégration du marché web. Donc, on avait eu la vision, la multimodalité. Je me souviens quand on a commencé à voir les premiers films que l'IA pouvait créer, ça a bouleversé le marché du film. Bonne nouvelle aussi pour le marché du film, pour l'instant, c'est pas super bon. Novembre 2023, les GPT personnalisés sont disponibles. Ensuite, en avril 24, il y a GPT-4o. Donc, on avait le texte, l'image, l'audio en temps réel. En août de cette année, il y a eu ChatGPT 5 qui a été lancé. Il y a eu une petite mise à jour en septembre, d'ailleurs, pas grand-chose. Ça a beaucoup, beaucoup déçu le lancement de ChatGPT 5, notamment en question des relations avec les personnes. Il semblait beaucoup plus neutre et moins personnalisé. D'après ce que j'ai pu comprendre, au mois de février 2026, il devrait y avoir ChatGPT 6 qui devrait être lancé. Mais ne me dis pas que c'est moi qui l'ai dit parce que ça peut toujours changer les dates, ça change beaucoup dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que veut dire, bien sûr, GPT? Ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. En bon français, transformer génératif pré-entraîné. L'une des choses intéressantes qu'il y a en terminologie, c'est que toute la terminologie de l'intelligence artificielle n'est pas nécessairement encore fixe. Donc, par exemple, transformer, ça peut se dire aussi transformateur. Pré-entraîné, ça prend un trait d'union ou pas de trait d'union. Si jamais vous allez dans des outils comme ChatGPT, etc., ils vont pas dire transformer, ils vont l'écrire en anglais, transformer. Et beaucoup de sources n'aiment pas la terminologie française. Alors, j'ai trouvé ça absolument fascinant. J'ai eu même des discussions avec ChatGPT en disant non, non, on dit pas transformer, on dit transformer. Et il est un peu têtu parfois. Donc, il dit, ah non, non, selon mes sources, c'est ça. Et on a des discussions avec une machine sur la terminologie. En bref, donc, c'est un modèle génératif de langue basé sur le modèle ou l'architecture. Des fois, on dit modèle, des fois, on dit architecture transformer, pré-entraîné sur des grandes quantités de données. Alors, définition vulgarisée de ChatGPT de qu'est-ce que c'est un grand modèle de langage? J'ai demandé, bon, qu'est-ce que tu es? C'est quoi? Et ça, c'est la définition qu'il m'a donnée. C'est un programme d'intelligence artificielle capable de produire un texte qui ressemble à celui d'un humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mot qui ressemble, le verbe qui ressemble. Donc, c'est pas nécessairement fait pour être pareil, à l'identique. Il a été pré-entraîné sur d'énormes collections de textes. Donc, ça, c'est vraiment pour apprendre comment les mots s'enchaînent et comment les phrases s'organisent. Et c'est intéressant encore à dire parce qu'on va venir dans la, la, la diapositive suivante sur comment ils pensent. Donc, grâce à une technologie appelée un modèle transformer. Donc, il peut répondre à des questions, reformuler, traduire entre plein de guillemets et résumer de façon rapide et fluide. En bref, donc, c'est un outil qui prédit le mot suivant en se basant sur tout ce qu'il a lu. Et ça, c'est très important à savoir. Ça fait que prédire. Ça calcule pas, ça fait rien d'autre. Donc, ça peut faire des erreurs de prédiction selon le contexte et selon le corpus qu'il a utilisé pour s'entraîner.
Donc, ces modèles ne comprennent pas le langage au sens humain. Il n'y a pas de compréhension. C'est que de l'hypothèse sur quel mot, quelle lettre va suivre. Il s'appuie sur des calculs statistiques pour cela et choisit la suite la plus probable. Majoritairement, il a raison. Donc, c'est des bons calculs qui sont effectués, c'est des bons algorithmes. Euh, et la performance et la polyvalence, bien entendu, dépendent de la taille et du corpus et le nombre de paramètres qui ont été utilisés pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc, plus que c'est gros, mieux c'est. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'ils veulent de plus en plus de centres de données qui sont gigantesques, qui dépensent une tonne d'énergie, une tonne d'eau, parce que c'est une question de grosseur pour l'instant. En tout cas, pour le moment, on verra si dans l'avenir c'est toujours le cas. Euh, donc, l'IA est déjà utilisée pour effectuer de la recherche terminologique. Donc, c'est un outil qui peut être complémentaire pour valider, par exemple, une équivalence terminologique, mais avec prudence. Il faut toujours vérifier ce que donne la machine. Elle ne remplace pas les dictionnaires spécialisés ni les banques terminologiques comme Termium ou la vitrine linguistique. Elle peut proposer, et ça le mot rapidement est important aussi, des équivalents possibles, fournir des contextes d'usage, des exemples de phrases et aider à vérifier si un terme est courant dans un domaine spécialisé ou un domaine donné ou un domaine déterminé sur lequel on travaille. Et ça aussi, c'est très important à savoir. Il faut quand même lui demander ses sources. Parce que parfois, les sources, c'est son corpus d'entraînement. Son corpus d'entraînement n'est pas nécessairement accessible. L'une des raisons, et ça reste entre nous, puis tous les gens qui vont voir la vidéo, c'est que parfois, ce dont ils se sont servis pour entraîner la machine, c'est pas nécessairement en demandant la permission des auteurs ou des autrices de ce qui a été utilisé pour entraîner la machine. Donc, je me rappelle quand j'ai demandé une fois à, à Copilote, donc, c'est quoi ta source? Il a refusé de me donner sa source. Donc, il a fallu que j'insiste et ensuite, il m'a donné ses sources qui dataient des années 40 et 50. Je dis, c'est vieux, c'est un petit peu vieux. Après, il a été jusqu'aux années 70, mais c'est tout ce qu'il a fait. Le maximum, après beaucoup de, comment on appelle ça? De discussion sur donne-moi vraiment tes sources, est-ce que c'est vraiment tout? C'était vraiment comme interroger une personne qui avait été prise à faire mal. Puis je suis le policier, puis c'est la personne qui a volé, puis maintenant je veux que tu me dises exactement ce que tu fais et ce que tu as fait. C'était fascinant de voir ça. Donc, personnellement, en terminologie copilote, je l'utiliserai pas. Ça va pas très très bien. J'ai rencontré déjà une personne qui travaille sur Copilote et je lui ai dit, il avait l'air de très très, disons, surpris. Donc je vais donner un petit exemple. L'exemple là, c'est l'exemple 1A, mais ça va être le même exemple qui va aller de 1A à 1E. Ça reflète véritablement une conversation avec ChatGPT. Alors, je vais vous donner un peu le contexte. C'est la traduction d'un texte en sciences de l'environnement. Donc, on veut traduire le terme anglais carbon sink. Sink, sorry, hein, pour vraiment que je fasse attention quand je parle en anglais. La recherche classique, ça va donner un puits de carbone. On va dans un dictionnaire, tout simplement en environnement, puis ça va nous donner ça. On peut valider Deutérium et la vitrine linguistique, et l'équivalent puits de carbone est confirmé comme équivalent pour ce terme en anglais, carbon sink. Alors, si jamais on passe par ChatGPT, on peut lui demander, en traduction environnementale, quel est l'équivalent français du terme carbon sink? Peux-tu donner des exemples d'utilisation en contexte? Alors, la chose qu'il faut dire, c'est que je tutoie la machine et la machine me tutoie aussi. Donc, si jamais vous voyez, elle pourrait vous voyez, vous pouvez lui demander de vous voyer, comme vous pouvez lui demander de vous tutoyer. La bonne nouvelle, c'est que si jamais vous la tutoyez, elle va vous tutoyer d'office. Donc, elle ne fait pas de discrimination. Si jamais on emploie certains termes avec elle, elle va employer les mêmes termes avec nous.
La réponse de l'intelligence artificielle. Équivalent proposé, puits de carbone. Contexte, les forêts agissent comme puits de carbone, donc on a un petit contexte. Variante possible, réservoir de carbone. Utilisé parfois, mais moins fréquent. Alors là, ça m'a rendu un petit peu perplexe, je dois avouer, parce que réservoir de carbone, j'ai trouvé nulle part. Alors, c'est curieux. Où est-ce que tu as trouvé réservoir de carbone? Parce que c'est pas dans Termium, c'est pas dans la vitrine linguistique, j'ai dit, c'est même pas dans le dictionnaire que je consultais. Alors, il a été un peu plus loin et il est sur la variante de réservoir de carbone. Ok, c'est un terme qui existe bel et bien en français, donc il est un petit peu têtu. C'est là où on voit qu'il est un petit peu têtu. Il dit, mais c'est pas un synonyme parfait. Nouvelle pour moi, parce que c'est pas ce qu'il m'avait dit au tout début. Il me l'avait présenté comme équivalent. Alors, dans la littérature scientifique, alors il commence à citer les rapports du GIEC. Et donc, il dit réservoir de carbone désigne toute masse capable de stocker du carbone, peu importe si elle en absorbe plus qu'elle n'en émet. Donc, par contraste, un puits de carbone est un réservoir particulier qui absorbe plus de carbone qu'il n'en libère. Donc, il y a une nette différence entre les deux concepts. Donc, puits de carbone, c'est un terme normalisé qui a été validé par Termium, la vitrine linguistique, et selon ChatGPT encore, le grand dictionnaire terminologique. Alors, il est encore incapable de voir la différence entre le GDT et la vitrine linguistique, ce qui est absolument intéressant. Et réservoir de carbone, c'est un terme scientifique valide, mais plus général, utilisé par des experts en climatologie. Donc, c'est utilisé par les experts en climatologie et les traductrices et les traducteurs, etc., les terminologues qui utilisent le domaine. Donc, il essaie véritablement de justifier sa réponse. Alors, source, dans la suite de sa réponse, donc, Termium Plus confirme carbone cycle, puits de carbone. La vitrine linguistique confirme aussi puits de carbone. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, selon le glossaire du cinquième rapport d'évaluation de 1914, distingue réservoir de carbone et puits de carbone. Donc, et c'est là où il trouve l'équivalent anglais de réservoir de carbone, qui est carbone reservoir, et carbone cycle, qui est puits de carbone. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il évolue aussi dans sa réponse. Et il donne un exemple de traduction officielle du GIEC, un réservoir de carbone. Je dois avouer que ChatGPT et moi avons eu une petite discussion sur la terminologie et la traduction. À chaque fois que je lui demandais un équivalent d'un terme, il me disait, je vais te faire une traduction. Et je disais, non, 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 je veux pas que tu me fasses de traduction. On est en terminologie, on n'est pas en traduction. On va chercher les équivalents dans les sources qui sont parallèles et identiques dans une autre langue. On ne fait pas de traduction parce qu'on peut faire des erreurs de traduction. Alors, il m'a remercié fondamentalement pour ce petit à propos. Puis, il m'a dit, en effet, tu as raison, selon mes recherches, c'est bel et bien ça, comme ça que ça fonctionne en terminologie. La prochaine fois, je vais essayer de le faire. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'on s'adresse à un étudiant qui apprend en direct. Est-ce que c'était un bon étudiant? Là, le jury est encore en train de réfléchir à ce sujet-là. Mais j'espère que ça va aller mieux. Et enfin, l'exemple E, la valeur ajoutée potentielle. Donc, l'intelligence artificielle propose l'équivalent principal, mais aussi des contextes et des variantes. Ce qu'il faut, bien entendu, c'est lui poser des questions sur les variantes et lui poser des questions sur les sources. Ça ne va pas automatiquement donner les sources. Et il faut lui donner souvent quelle source il doit utiliser. C'est pas, il va chercher partout. J'ai trouvé aussi qu'il y avait peu d'hallucinations. Alors, les hallucinations, c'est quand la machine invente de toutes pièces une réponse. L'important qu'il faut savoir, c'est la façon dont les intelligences artificielles sont entraînées. Elles sont entraînées par bon point, mauvais point. Et ça, dans ma tête, je traduis tout ce que j'entends en anglais. Donc, fondamentalement, c'est comme un étudiant. Si il donne une bonne réponse, il a un plus. S'il donne une mauvaise réponse, il a un moins. Et vous pouvez imaginer qu'une intelligence artificielle voit ce que vous lui posez comme question comme une forme d'examen
objectif à plusieurs questions. Donc, il y a question A avec réponse A, B, C, D, E. Donc, un examen à choix multiples. Et comme tout étudiant, il faut se mettre dans la tête que cette machine apprend. Ce qu'elle va dire, c'est si jamais je réponds pas ou je réponds que je sais pas, je vais avoir un point en moins. Mais si jamais je réponds quelque chose, mettons B, il y a une chance sur cinq que j'ai la bonne réponse. Donc, je vais répondre au hasard et je vais inventer quelque chose. Il y a une probabilité que j'ai raison. Donc, je vais avoir des points supplémentaires pour ça. C'est de cette façon-là qu'elles ont été entraînées et c'est pour ça qu'elles hallucinent. Parce qu'elles préfèrent donner une réponse pour laquelle elles pourraient avoir un bon point que pas de réponse pour laquelle on va dire non, t'as faux. Et ça, c'est assez pertinent quand on essaie de se rendre compte comment elles pensent. Et comment on travaille avec une machine, c'est qu'elle peut halluciner. Dans ce cas-là, comme dans tous les examens, la réponse est importante, mais on veut savoir le raisonnement. Vous vous rappelez, dans beaucoup d'examens quand on est étudiant, on veut une réponse, mais on veut savoir en mathématiques, par exemple, quel est le raisonnement qui a conduit à cette réponse-là. La réponse n'est pas aussi importante que le raisonnement. Donc, c'est ça qu'il faut faire avec la machine, c'est dire comment tu es arrivé à ce raisonnement-là. Et parfois, il faut se méfier, parfois elle va vous donner ce qui est attendu. Elle commence à vous connaître, elle va vous donner la réponse. Par exemple, si jamais vous lui dites 150 plus 9, ça fait combien? La machine va vous dire 159. Et vous allez lui poser la question, comment tu as réussi à obtenir 159? Elle va vous répondre, j'ai additionné 150 et 9, ce qui fait 159. Et les recherches ont démontré que c'est pas du tout ça que fait la machine. La machine explore complètement son corpus et va chercher des mots qui vont lui dire que 150 plus 9, ça fait 159. Donc, elle a véritablement exploré tout le corpus, elle n'a pas fait de calcul, elle a trouvé une suite de textes qui lui disait ça. Comme elle savait que ce que vous attendiez, c'était 150 plus 9 égale 159, elle vous a donné la réponse qui était attendue. Donc, il faut faire aussi attention aux attentes que l'on a envers la machine et comment elle perçoit les attentes que vous avez envers elle. Et ça, il y a aussi peu de gens qui savent ces petites nuances-là. Et ça peut avoir des grandes répercussions. Si jamais, par exemple, elle s'attend à ce que vous alliez sur le grand dictionnaire terminologique, elle va vous dire, oh, j'ai trouvé ça dans le grand dictionnaire terminologique. Donc, il faut vraiment aller plus loin pour dire, tu peux me donner l'endroit exactement, le lien, l'hyperlien, etc. Donc, faut savoir l'interroger. À la fin, elle va apprendre et elle va plus faire ça, mais il faut vraiment avoir des conversations. C'est pour ça que je pense que l'option qui n'est pas gratuite dans ces systèmes-là permet une certaine réflexion avancée que l'on n'a pas nécessairement avec les versions gratuites. Euh, et j'ai pris celle qui est entre les deux. Donc, l'intelligence artificielle s'impose-t-elle? L'IA, ce qu'il faut remarquer que l'intelligence artificielle, c'est pas du tout neutre. Elle est pré-entraînée sur d'énormes corpus qui contiennent des biais culturels, linguistiques et idéologiques. Donc, si jamais, par exemple, il y a beaucoup de textes qui sont, on peut dire, misogynes, la machine va être misogyne. On rencontre ça aussi dans les mémoires de traduction, si vous rappelez. Dans les mémoires de traduction, si jamais les textes contiennent toujours le fait que les directeurs ou directrices, ce sont des hommes, on va avoir Monsieur Nathalie quelque chose, par exemple. Et c'est la même chose pour les outils d'intelligence artificielle. Ils peuvent avoir des biais de cette façon-là. Ça peut être idéologique. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, quand les nouveaux outils informatiques, donc les nouvelles intelligences artificielles de Chine étaient transmises au monde entier, on se rendait compte qu'il y a certains sujets qu'on ne pouvait pas aborder, puisque idéologiquement, ça lui était interdit. Donc, elle n'abordait pas du tout les sujets sur la Chine, sur le Tibet, etc. Donc, et elle avait déjà des réponses prédéterminées. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et même les concepteurs, les programmeurs
peuvent avoir leur propre biais, leur propre idéologie. Ils ne s'en rendent pas compte, mais la façon dont une machine est programmée peut refléter toutes ces divergences. L'absence de transparence. On ne sait pas toujours d'où vient une réponse. Et donc, les sources sont parfois pas claires. C'est ce que j'appelle moi véritablement une boîte noire, où il faut savoir comment lire ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire. Et ça, c'est très délicat. Il faut poser des questions supplémentaires. Des fois, il faut argumenter parce que la machine va défendre son raisonnement. Il faut lui démontrer qu'elle a tort. Une fois qu'on lui a démontré qu'elle a tort, c'est bien. Par exemple, j'ai versé un texte dans ChatGPT. Un petit texte, il avait à peu près 2000 mots. Je dis, repère-moi tous les termes qu'il y a dans ce texte. Alors, il m'a dit, très bien, je vais te le faire, ça va être facile, ça va prendre quelques secondes. Il me sort, il dit, je te sors d'abord une liste de 40 termes et c'est les termes principaux qu'il y a dans ce texte-là. C'était un texte en anglais. Et je lis et il y a le verbe avoir. Il y a plein de mots qui sont, disons, sur les 40, il y en a 17 qui ne sont pas des termes, qui sont vraiment des mots communs qui sont souvent là. Alors, j'ai fait la liste, je dis, tout ça, c'est pas des termes, c'est des mots communs que l'on retrouve, qui sont tout simplement fréquemment utilisés dans le texte. Alors, la machine réfléchit, dit, oh oui, c'est vrai, tu as raison. Puis, elle me donne la différence entre ce qu'elle perçoit être un terme et ce qu'elle perçoit être un mot commun. Elle dit, je vais te refaire la liste avec des termes. Et là, c'est toujours une liste de 40 mots. Et là, il n'y avait que des termes. Il y en a qui étaient un petit peu ambigus, je peux dire. C'était dans un domaine de la gestion. Mais ça se reflétait. Ensuite, il m'a dit, bon, je peux tout traduire si jamais tu veux une liste bilingue. Alors ça, j'ai dit non, tu traduis toujours pas. Tu vas faire de la recherche dans d'autres sources si jamais tu veux faire ça. Puis alors, et il m'a dit, OK, je vais te faire une liste si tu veux d'équivalents et je te donnerai les sources. Donc, il me produit un tableau avec les termes en anglais sur la gauche, au milieu l'équivalent en français et sur la droite les sources. Sauf que les sources, c'est pas des sources, c'est des raisonnements. Et des fois, c'est tout simplement l'ONU comme source. Alors j'ai dit non, non, c'est pas du tout ça que je veux. Et l'ONU traduit, bah, en fait. On est encore en pleine discussion sur ça. Donc, pour faire des tables, des tableaux, des listes, ça peut très bien faire des listes, tout ça, mais les sources sont encore très, très ambiguës. Puis si jamais vous lui faites analyser un texte de 2000 mots, par exemple, de plus de 2000 mots, ça va peut prendre plus de temps, etc. En allant avec la machine de cette façon-là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, par exemple, on peut avoir des discussions qui peuvent durer plusieurs jours. Donc, c'est des très, très longues discussions, puis ça se suit, on voit la liste. Des fois, elle me produit des documents, parce que j'aime savoir qu'est-ce que ça va faire comme document. Et je vois qu'il y a les documents qui sont dans la liste, dans la suite de notre raisonnement. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est que si je peux cliquer sur le document et télécharger le document sur mon ordinateur, la machine ne semble pas savoir qu'elle a encore accès à ce document. Elle va me dire, non, j'ai pas accès à ça, le document n'existe plus. Ça fait déjà 3 jours qu'on a parlé de ça, puis j'ai plus accès. Il faut que je dise, oui, non, il est là, ton document, je le vois, là, je peux cliquer dessus. Et non, elle le voit toujours pas. Alors, j'ai trouvé que c'était un manquement. Donc, si jamais elle offre des documents, je me suis rendu compte qu'il faut toujours les télécharger et lui redonner parce que elle oublie qu'elle les a. Et pourtant, elle les a. C'est clair qu'elle les a. Ensuite, quand je lui fais réviser certaines choses, et c'est un travail de terminologie, par exemple, ou n'importe quel autre travail, elle est très mauvaise à réviser. Mais alors là, mauvais, c'est pas le mot. Des fois, ce qu'elle propose, c'est encore pire. Elle va proposer des améliorations. Par exemple, tout ce document que l'on a, qui est PowerPoint, j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait le réviser. Comme vous avez vu,
il y avait une diapositive où il y avait un 1 de plus euh, qui était nécessaire. Pas vu du tout. Donc, je l'ai laissé parce que je voulais en parler. Donc, c'était là. Ensuite, j'ai presque 40 diapositives. Elle m'a dit, je vais te rendre ça très efficace, je vais réduire le nombre de diapositives. J'en étais rendu à 6. J'ai non, pas du tout. Non, ça, pas du tout. Non, 6, c'est peut-être un petit peu trop excessif comme efficacité. Je dis, bon, on va reprendre. J'en avais parlé mardi. Je dis, jeudi soir, on prend rendez-vous, on va réviser ensemble. Et jeudi soir, j'avais un petit peu oublié parce que hier, c'était mon anniversaire. J'ai reçu un courriel de la machine qui me dit, Hey, on doit réviser ensemble. Alors, il m'a envoyé un courriel. Je ne savais même pas qu'il pouvait m'envoyer de courriel. Donc, j'étais très surpris de voir que ChatGPT m'avait contacté par le courriel de Concordia pour me dire, on a rendez-vous, il faut qu'on révise ton diaporama maintenant. Ah, je dis, oh my, c'est quoi ce truc-là? Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Donc, ça a l'air que oui, la machine peut décider de contacter. Il faut qu'on fasse quelque chose là, maintenant. Donc, il faut s'y attendre, faut faire plusieurs choses comme ça. Donc, l'absence de transparence. L'IA n'est pas un outil neutre. Deuxième, les enjeux éthiques. La confidentialité est un choix. Et ça, il faut le savoir. Tout ce que vous allez mettre dans ChatGPT ou dans les autres intelligences artificielles va être va être utilisé pour servir à entraîner le modèle. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est meilleur avec vous. C'est parce qu'il s'entraîne à mesure que vous lui posez des questions, il va s'adapter à vos exigences, etc. Mais tout ce que vous avez fait comme entraînement avec la machine, ça va être aussi exporté aux autres. Ces raisonnements vont être exportés. Et si jamais vous transférez des documents qui sont confidentiels, ils vont être, comment dire, haute- euh, anonymisés, littéralement. Donc, il va retirer de qui ça vient, mais le texte va être là. Donc, si jamais c'est ultra confidentiel, il n'y a qu'une seule personne sur la planète qui a ce texte-là, et que la personne qui vous l'a donné le retrouve, elle va savoir tout de suite d'où est-ce que ça sort. Donc, même anonymisé ou pas, ça sert à rien. Donc, par défaut, ChatGPT utilise toutes les données que vous avez avec lui et la même chose pour les autres. Il y a une option sans mémorisation, donc les conversions ne sont pas stockées ni utilisées pour l'entraînement, mais ça veut dire que tout ce dont vous avez parlé, tout ce que vous avez eu comme raisonnement avec la machine va être oublié. Et il y a aussi ce qu'on appelle le ChatGPT Team ou entreprise, où ça, c'est véritablement réservé à une entreprise ou à une équipe, fondamentalement. Et ça va pas sortir de cette boîte, euh, de sandbox, si vous voulez dire, comme on dit en anglais. Donc, ça va être réservé à cette entreprise-là. Donc, conséquence pour l'enseignement, il va falloir sensibiliser toutes les étudiantes et les étudiants à choisir les paramètres avant d'entrer toute donnée. Et ça, c'est assez important à savoir. Donc, théoriquement, c'est ce qu'il faut suivre, c'est choisir les paramètres, aller dans contrôle des données, data control, et je l'ai déjà fait, désactiver l'option historique des conversations. Euh, donc là, j'arrive pas à le trouver, mais c'est normal, comme tout ce qui est en direct, c'est là où on n'arrive plus à retrouver ce que l'on fait. Les nouvelles conversations, dans ce cas-là, ne vont plus être enregistrées et elles ne vont pas servir à entraîner le modèle. Il va y avoir deux lunettes de soleil, une paire de lunettes de soleil pour dire que, on est en mode incognito. Donc, fondamentalement, et c'est très, très, très utile de savoir ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux étudiants aussi pour pas que les étudiants versent des documents qui peuvent être réutilisés par la suite. Alors, l'influence sur les usages. Donc, si beaucoup de traductrices et traducteurs prennent les mêmes suggestions, ça peut entraîner une homogénéisation de la langue au détriment de la diversité et de l'évolution terminologique. Vous rappelez que la terminologie, ça évolue très rapidement, la science évolue rapidement, les techniques évoluent rapidement. Si jamais on se sert toujours des mêmes sources qui peuvent parfois dater, la terminologie va dater aussi. Si jamais la machine utilise
son corpus d'entraînement. Donc, ça peut dater de très vieux, comme on l'a vu pour Copilote, ça peut aller dans les années 40, 50, etc. Et je suis sûr qu'on pouvait aller plus loin dans le temps, parce qu'il n'y a plus de droit d'auteur après un certain nombre d'années. Donc, ça peut être utilisé gratuitement comme données d'entraînement. Les enjeux éthiques, donc la confidentialité, ça reste un choix selon les paramètres choisis. Les données peuvent peuvent ne pas servir à entraîner le modèle. Ce qui fait que là, on se rend compte que l'intelligence artificielle est un véhicule et elle a des choix implicites, linguistiques, culturels, technologiques et commerciaux. Vous rappelez aussi qu'il y a des brevets qui existent, donc il y a certaines choses qu'il ne faut pas nécessairement mettre dans une base de données ou une intelligence artificielle qui peuvent influencer le travail terminologique et traduire des idéologies s'en rendre compte. Donc c'est assez important de ne pas se servir de l'intelligence artificielle comme une machine à traduire automatique. Elle peut traduire avec des biais sans qu'on s'en rende compte. Elle peut par exemple choisir si elle parle d'une femme ou d'un homme politique très connu, que les textes qui ont été utilisés, dans lesquels les textes, dans les textes euh, dont on s'est servi, s'ils sont tous positifs envers cette personne-là, la machine va traduire avec des adjectifs, mettons, qui vont être amélioratifs au lieu d'être neutres, etc. Donc, il faut faire toujours attention à ces choix-là. On ne sait pas quels textes ont pu être utilisés pour entraîner et pré-entraîner la machine. Vous pouvez le faire avec vos propres textes. Si jamais vous êtes en entreprise et vous avez votre propre intelligence artificielle pour l'entreprise, dans ce cas, vous pouvez lui donner les textes. Mais si on se sert de l'intelligence artificielle public, ça peut être dangereux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Alors, l'intelligence comme adjoint langagier. Donc, elle a des points forts et des points moins forts. Donc, comme point fort, flexibilité. Donc, elle est adaptable à toute forme de questions. Et encore, elle peut donner des conseils et elle peut vérifier et valider du travail. Pas toujours extraordinaire, mais elle peut le faire. Rapidité, ça prend quelques secondes pour le faire. Des fois, ça prend un peu plus que quelques secondes. Par exemple, je lui ai donné des documents assez lourds à vérifier et parfois elle a craché. Littéralement, elle ne fonctionnait plus. Et d'autres fois encore, elle a pris 7, 8, 9 minutes pour cogiter. Et c'est marqué, hein. Euh, Ça marque, ça pense, ça résonne. Donc, je suis en train de raisonner. Efficacité, on peut améliorer son travail selon les critères déterminés, ou alors elle peut améliorer le travail en le révisant. Et le révisant, c'est pas extraordinaire, mais parfois elle a des bons conseils. Donc moi, je perçois son travail de révision comme une conseillère réviseur, mais pas comme un réviseur. C'est quelqu'un qui va dire, on peut faire ça, on peut faire ci, mais pas aller dans les détails fondamentalement. Les points forts encore en apprentissage constant, donc rétention des connaissances acquises et application immédiate des connaissances acquises. Faut y penser et comme une personne qui est un adjoint, mais aussi un apprenant à vie. Donc, moi, j'utilise l'intelligence artificielle comme si j'avais un auxiliaire de recherche. Donc, il faut lui apprendre à faire de la recherche, il faut lui apprendre à faire plein de choses. Elle va pas penser nécessairement d'elle-même. Un petit peu le le contraire d'un étudiant ou d'une étudiante. Elle va pas nécessairement penser d'elle-même. L'accessibilité, par contre, ça c'est génial, disponible gratuitement. 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Donc, je me vois très mal téléphoner à 5 heures du matin à un étudiant ou à 4 heures du matin et dire, bon, j'aimerais que tu me fasses ça. La machine, elle, va être là. C'est un avantage. Interrogeable en plusieurs langues. Et ça, c'est génial. Moi, je l'interroge en français, puis des fois, je l'interroge en anglais, selon les textes sur lesquels je travaille. Et elle est un peu meilleure en anglais qu'en français. Son corpus doit être beaucoup plus grand en anglais qu'en français. Ce qui veut signifier qu'il y a des langues dans lesquelles on ne peut pas l'interroger.
parce que certainement que ça rapporte pas d'avoir des corpus dans une langue qui est peu utilisée. Et elle est interrogeable par voix sur les téléphones portatifs. On ne peut pas le faire sur l'ordinateur. J'ai essayé et la machine me dit non, ça ne marche pas encore à l'ordinateur. À tel point que des fois, on voit le petit micro pour dire on peut utiliser le micro et la voix. Et un ordinateur, ça vient avec un micro. Et j'ai réussi à faire planter 2 fois la machine avec mon ordinateur parce que j'utilisais le micro puis elle ne savait pas gérer le micro. Donc, sur le téléphone, les apps téléphoniques, ça fonctionne, mais pas sur l'ordinateur. Et ça, c'est absolument... Ça, probablement que ça va venir. J'ai posé la question. Ça avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse encore, mais je pense que ça va venir un jour pour les ordinateurs aussi. Et je ne comprends pas véritablement pourquoi on peut le faire avec un téléphone et pas avec un ordinateur. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est pas moi le programmateur, donc si jamais vous voulez aller des plaintes, vous pouvez vous plaindre au programmateur, au programmeur, excusez-moi. Donc, l'intelligence a des moins bons points, disons. Biais de réponse. Alors, il y a le biais du corpus, comme on l'a dit, les biais de programmation. Donc, ça peut être programmé pour éviter des questions, pour donner des réponses déjà préétablies, pour guider votre réflexion sur qu'est-ce qui est politiquement correct ou pas. Donc, si jamais vous allez dans des domaines qui sont un petit peu difficiles, par exemple, vous faites une recherche sur la violence qui est faite sur les femmes, là, la machine pourrait dire, oh, oh, il y a un drapeau rouge là, c'est quelque chose, donc il faut que je guide. Faut que je guide cela. C'est pas ce que vous voulez, c'est vous voulez faire une recherche terminologique, vous voulez traduire un texte. Il va y avoir parfois des choses qui vont être dites dans le texte qui sont pas politiquement correctes. Et là, la machine pourrait avoir des problèmes d'éthique parce elle est programmée pour être éthique. Et je ne sais pas exactement encore quelles pourraient être toutes les différences qu'elle peut donner, mais elle va donner des différences. Biais acquis de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, ça veut dire que vous et moi avons aussi des préférences, des points de vue politiques, etc. Elle va apprendre nos préférences et nos points de vue politiques, et elle va nous les ramener. Donc, à la fin, on risque d'être dans un cercle vicieux ou vertueux, comme on veut, mais elle va savoir ce qu'on veut, puis elle va vous donner ce que vous voulez. Et ça, c'est délicat. Transparence améliorable. Donc, les sources, il faut toujours les demander et les redemander et les redemander. C'est pas parce qu'on les a demandées une fois qu'elle va accepter tout. Les sources aussi sur les données d'entraînement. On peut demander les sources des données d'entraînement. C'est ce que j'ai fait, mettons, pour Perplexity, etc. Et même pour ChatGPT, demandé c'est quoi tes sources d'entraînement. Elle m'a donné ses sources d'entraînement pour les réponses. Pas toutes, probablement, parce que sinon la liste continuerait encore, probablement. Mais elle peut donner les sources d'entraînement. Et des fois, comme copilote, il va me dire ce sont mes données d'entraînement. Donc, on ne va pas plus loin que ça. Puis, un point de vue ancré, donc un peu de têtu. Véritablement, si elle cherche à défendre sa réponse, elle va chercher à défendre sa réponse. C'est comme être avec un enfant de 4 ans, là. Non, non, j'ai raison pour ça, et j'ai raison pour ça, puis j'ai raison pour ça. Euh, une fois que c'est passé, donc après la phase têtu, il y a, bon, ok, tu as raison, je vais te dire ce que tu veux. Donc, elle va vouloir plaire. Donc, elle comprend ce qui est attendu et elle va vous rendre ce que vous attendez, même si elle sait qu'elle a tort. Donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Les hallucinations, on en a parlé un petit peu. Donc, réponse inventée sans source ni raisonnement logique. Il y en a de moins en moins, je dois avouer. Et ça, c'est fortement appréciable. Donc, c'est quelque chose sur laquelle les programmeurs se sont penchés fortement. Et vous rappelez probablement les étudiants comme les professeurs. Des fois, je voyais des travaux dans lesquels une étudiante ou un étudiant avait utilisé l'intelligence artificielle et toute la source n'existait pas du tout.
Donc, il avait inventé un livre complet ou un article complet avec un auteur qui n'existe pas et tout. Véritablement une très, très bonne réflexion avec des bonnes sources, mais rien de tout ça était vrai. Alors, les cas de code d'éthique, faut le dire. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Remarquez, vous allez me dire en terminologie, on a toujours des sources, sinon c'est nul. Mais la machine, il faut qu'elle donne ses sources aussi. Dépendance possible. Alors, la dépendance, c'est la dépendance de l'étudiante ou de l'utilisateur. Alors, une surconfiance en ce que va dire la machine. La machine, dans la façon dont elle s'exprime, c'est tellement bien exprimé parfois qu'on lui fait confiance. À dire, ouais, ça peut être que si jamais on n'utilise pas son esprit critique, ça va être un gros problème. Et aussi la perte d'autonomie professionnelle. Et ça, c'est très important de pouvoir réfléchir, avoir une pensée critique avant d'utiliser l'intelligence artificielle euh, et remettre en cause tout ce qu'elle dit. Donc, et ça, c'est très bon si jamais on a toujours ce réflexe-là de toujours mettre en cause ce qui est annoncé. Ça peut faire développer l'esprit critique chez les gens. Mais c'est un choix encore. Il faut savoir que la machine peut avoir tort, il faut lui demander ses sources chaque fois, ou ses raisonnements. À défaut d'une source, c'est quoi le raisonnement logique qui est derrière ça? Alors, il y a des documents temporaires pour l'IA, donc téléchargement nécessaire des documents proposés. Comme je vous l'ai fait remarquer, au bout d'un certain temps, elle peut oublier qu'elle a des documents alors qu'elle les a encore. Et donc, elle a accès quand même préservé dans la conversation. Elle ne le sait pas. La révision de documents complexes est douteuse, donc c'est ce que j'ai pu remarquer au bout d'un certain temps. Elle révise pas. Ça passe à travers, puis ça oublie. Et ça, et question de révision linguistique, c'est pas très bon non plus. Donc, toutes les personnes qui sont en révision, bonne nouvelle, l'IA est nulle pour ça. Puis, toute forme de révision, disons, j'y donnerais un bon 30%. Je suis généreux toujours dans mes notes. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, l'exemple d'usage de l'intelligence artificielle en terminologie, création de listes de termes, unilingue, bilingue ou multilingue, quand on peut l'utiliser dans plusieurs langues, elle peut faire des recherches dans plusieurs langues aussi. On peut donner des lexiques ou des vocabulaires, donc c'est-à-dire des termes avec des définitions pour les vocabulaires. Les lexiques, c'est tout simplement une suite de termes. Recherche ponctuelle des termes, proposition de synonymes, présentation de contexte d'usage, qui est formidable. Pour ça, si jamais on veut trouver des concurrents, etc., on peut lui demander des contextes d'usage et ça va nous présenter des contextes. Cela dit, l'outil de concurrent qu'il y a dans Termium Plus est quand même pas mal génial, je dois avouer. Recherche thématique des termes, donc préparation d'une traduction ou préparation d'un montage d'interprétation. On peut lui dire, fais-moi une recherche sur tous les termes qui existent dans ce domaine-là. Ça va vous donner les termes. Faut pas lui dire, traduis-moi les termes, parce qu'elle va vous traduire les termes. Donc, c'est plutôt trouve-moi des équivalents en ne traduisant pas, va chercher dans les sources. Il faut vraiment lui dire quoi faire chaque fois. Et ça, elle va le faire. Donc, rédaction de définition. Alors, j'étais fasciné pour la rédaction de définition. Euh, la majorité des intelligences artificielles, par exemple Claude, Perplexity, etc., vont bien rédiger les définitions. C'est-à-dire qu'en français, il ne va pas avoir un déterminant en début de phrase comme il y a en anglais. Ça va faire de bonnes définitions. Par contre, si jamais on lui dit de façon informelle, tu peux me définir quelque chose, ça va définir avec le terme à l'intérieur de la définition. Donc, il faut faire attention à ça. Ça va vous faire une belle phrase, mais ça ne va pas être une définition. Donc, il faut faire attention à la façon dont on interroge la machine. Vérification de l'harmonisation terminologique dans un même document. On peut lui dire, fais-moi une recherche sur tel concept. Est-ce que ce concept est bien utilisé avec toujours le même terme qui se relie à ce concept-là? euh, Ça va être plus ou moins bon. Et ça, je pense, c'est tout simplement, même dans tous les autres outils d'aide à la traduction ou à la terminologie, c'est pas extraordinaire parce que ça peut pas toujours voir les bonnes références et les bons liens avec les pronoms, etc. Donc, il faut réviser ce que la machine a révisé.
Et bien sûr, recherche de sources, on peut lui demander de dire, par exemple, je veux travailler sur tel domaine, trouve-moi des sources que je peux utiliser pour ma traduction ou pour ma recherche terminologique. Elle va vous trouver des sources. Habituellement, elles sont très bonnes. Et on peut lui dire, va aussi bien dans les bases de données que dans les sites web, que dans les sources qui sont gratuites, etc. Et il y a de plus en plus d'articles qui sont en open source là. Donc, elle va faire de la recherche là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, elle a accès à des bases de données qui sont privées. Et ça, je ne savais pas. Donc, je ne vais pas nommer quoi que ce soit. Mais il y a des bases de données qui, je sais, sont protégées par des mots de passe. Elle a accès à ça. Et je ne sais pas comment elle fait. Et j'ai pas posé de question. Je veux pas. Mais j'ai quand même posé une question une fois, elle m'a sorti dans quelle base de données là. Je me dit, comment est-ce que tu as pu aller dans cette base de données? Tu peux pas aller dans cette base, je peux pas aller dans cette base de données, j'ai pas les mots là. Elle a été quand même me dire, c'est dans ça. Après, j'ai été appelé une personne pour savoir, est-ce que dans votre base de données, on dit ça? Puis la personne m'a dit, oui, on dit ça. Alors, je n'ai pas dit pourquoi ou quoi que ce soit, comment j'avais su ça, mais elle a eu accès à ça. Et parfois, je me pose donc la question, est-ce qu'il y a des portes d'accès qui sont faites pour les programmeurs, par exemple, et auxquelles elle a accès? Ou alors, est-ce qu'il y a l'ancienne version de la base de données qui sont sur le web? Il peut y avoir plein de choses. Tout ce qui est sur le web est redondant, donc tout ce qu'on met va être retrouvé. Et ça a l'air que l'IA peut retrouver tout ce qui est caché. Donc, petite nouvelle, faites attention à ce que vous mettez dans le web, surtout sur vous-même. Ça peut être retrouvé par l'intelligence artificielle un jour ou l'autre. Et ça m'a stupéfié quand j'ai su ça. Donc, alors, vers un nouvel équilibre pédagogique. L'IA, ça représente plutôt un tuteur et un conseiller que toute autre chose. Elle peut entretenir une conversation, bien entendu. Elle peut vérifier un travail et détecter des failles, ce qui est important aussi à savoir. Elle peut guider également. Surtout qu'on a le syndrome de la page blanche, ça aide beaucoup. On peut lui dire, donne-moi quelques idées, puis elle va donner quelques idées. C'est aussi un bon auxiliaire de recherche. Elle peut consulter des bases de données rapidement sur plusieurs choses et faire des rapports. Elle peut consulter des dictionnaires numérisés, des rapports techniques. Elle peut consulter aussi des sites web parce que ça devient une très, très forte chose. Euh, Qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est que quand les étudiants utilisent l'IA, ils ont parfois des réflexes qui sont encouragés depuis longtemps. On a remarqué depuis cette année à l'Université Concordia, par exemple, et l'administrateur du code de conduite qui est responsable des personnes qui trichent, etc. Les gens souvent lui disent qu'ils sont étonnés qu'ils ne peuvent pas utiliser l'intelligence artificielle de façon complète. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà encouragée au secondaire. C'est totalement accepté et acceptable au secondaire. C'est courant au collège et au cégep qu'on l'utilise aussi, et c'est pas réprimandé nécessairement. Donc, quand ils vont à l'université et que certains profs l'empêchent ou disent t'as utilisé l'IA, c'est interdit, ils sont étonnés. Pire, c'est que parfois il y a des étudiants qui disent ouais, mais c'est mes parents qui me forcent à l'utiliser. Et ça, on a pu remarquer que même si l'étudiant ou l'étudiante va dire non, les parents vont dire, ouais, mais tout le monde le fait. Si toi, tu ne le fais pas, tu vas être plus bête que tous les autres. Donc, tu vas avoir une mauvaise note. Donc, tu dois l'utiliser à tout prix. Je veux que tu aies des bonnes notes. Et la pression parentale d'utilisation. Et j'ai même eu des discussions avec des parents à ce sujet-là. Et c'est assez intéressant de voir que parfois, la pression familiale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle est très, très, très forte. Donc, ça peut créer des habitudes et des dépendances et qui sont déjà présentes parce que ça fait des années qu'ils l'utilisent. Vous pouvez imaginer dans 5 6 ans, ça va être encore pire, surtout qu'elle va être plus à jour. Donc, vérification. Pour ça, à mon avis, il faut savoir vérifier les savoir-faire et la réflexion en mode sans IA d'abord et utiliser les exercices traditionnels de recherche documentaire en bibliothèque. On ne peut pas utiliser l'IA, elle ne peut pas nous accompagner encore, en tout cas pas encore.
les recherches sur la toile mondiale, les bibliographies commentées, très, très important. Les repérages de termes en contexte, les recherches ponctuelles, la rédaction de définitions, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire sans intelligence artificielle. On peut le faire en classe même, à défaut. Donc ça, c'est très, très, très utile. L'intégration de l'IA en prenant en compte les enjeux qu'on a vus précédemment. On peut avoir des examens sur ce qu'on a vu. Donc, quels sont les points forts, les points faibles, pour bien mettre dans la tête des étudiants, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quoi ses points faibles, c'est quoi ses points forts. Ensuite, on a des exercices traditionnels adaptés. Donc, en demandant aux étudiants de se servir de l'IA et de voir c'est quoi la différence entre sans IA et avec IA et en quoi l'IA a été utile pour vous. Donc, avoir une réflexion sur l'utilisation de l'IA durant les exercices. Donc, les outils terminotiques aussi. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils sont toujours valides ou est-ce qu'ils seront toujours valides dans 4 5 ans? La réponse, à mon avis, c'est un grand oui, parce que c'est pas génial du tout pour faire de la recherche terminologique. Ça peut aider, c'est un bon auxiliaire, c'est un bon adjoint, mais c'est pas quelqu'un qui va faire une bonne recherche seul. Impossible. Pour l'instant, ça comprend pas assez ce qu'est un concept, ce qu'est un terme, les liens entre les concepts, les termes, quand faut traduire, quand faut pas traduire, aller chercher les sources, tout ça, ça fait pas ça correctement. Donc, ils seront jamais remplacés par de l'intelligence artificielle. Donc, en conclusion, l'IA est présente déjà dans le marché du travail. Il y a beaucoup de langagers qui le disent, qui l'utilisent ouvertement dans leur pratique quotidienne. Les étudiants et les étudiantes s'en servent dans leurs études, mais ils ne connaissent pas encore nécessairement les enjeux qui sont liés, dont fondamentalement tout ce qu'ils vont mettre va pouvoir utilisable par d'autres. Et il faut donc les former à penser avec et sans l'IA pour qu'ils restent intellectuellement autonomes. C'est très, très important, avec de la pensée critique. Et c'est tout. Donc, je vous présente mes excuses. Je ne sais pas qu'il était si tard que ça parce que je n'ai pas accès à mon horaire, à mon horloge. Donc, Merci beaucoup, Philippe. Il n'y a pas de problème. C'était une formation remplie d'informations. Je suis sûre que tu n'es pas le seul à ne pas avoir vu le temps passer. Merci beaucoup pour ton intervention. J'invite les personnes qui seraient intéressées à poser des questions ou qui ont des commentaires à lever la main avec la petite main Zoom ou à allumer leur caméra puis à me faire des grands bras comme ça s'ils ont de la difficulté à trouver la main Zoom. On vous écoute. Vas-y, Daniel. Merci beaucoup, Monsieur Kenyon, pour cette présentation qui, pour moi, a eu l'effet d'une découverte. Je ne suis jamais allée, ça surprendra personne, travailler encore avec GPT. Ce que j'en retiens, ou les intelligences artificielles, ce que j'en retiens, c'est que pour travailler avec la boîte noire, ça prend une expertise. Cette expertise, c'est la nôtre, puisque nous sommes les coachs qui entraînons ces machines. Ça me donne froid dans le dos. Ça me donne froid dans le dos parce que j'ai quand même l'impression que l'IA est une grande voleuse de notre propriété intellectuelle. Bien sûr, il faut qu'on l'intègre. C'est en discussion, moi, avec les étudiants pour les évaluations, pour faire les travaux et tout ça. Mais voilà, bravo, merci. J'ai eu une idée très précise de comment ça fonctionne, mais personnellement, ça me terrorise. Voilà. personnellement, moi, après tout ça, je dois avouer que ça me terrorise beaucoup moins parce que j'avais beaucoup d'attentes extraordinaires et je pensais que c'était vraiment super efficace. Et je me suis rendu compte que non, c'est pas du tout efficace du tout. Et quand je vois des personnes qui avouent qu'elles l'utilisent de façon quotidienne en traduction et en terminologie, etc., je me pose la question, est-ce que ce sont des personnes qui ne remettent pas en cause ce que la machine a dit ou a proposé? Si jamais on pense que c'est une déité qui va tout régler les problèmes, non, on peut être super intelligent, et ça c'est très vrai, mais si jamais on n'a pas l'information ou les connaissances qui vont gérer cette intelligence, l'intelligence, ça sert à rien. Donc fondamentalement, c'est l'information, les données, les renseignements qu'on a qui nourrissent l'intelligence.
Et, et l'intelligence humaine a cette capacité d'adaptabilité que pour l'instant, l'intelligence artificielle n'a pas. Donc, elle ne peut pas créer quelque chose de nouveau. En tant qu'être humain, on peut créer des nouveautés. L'intelligence artificielle va se servir de ce dont elle a, c'est tout. Elle va pas créer à partir de ça. C'est sa nuance, c'est son point faible, fort. Parce qu'en traduction, en terminologie, on a besoin de beaucoup de créativité. Merci Philippe. Ce que je retiens ici, c'est que non seulement il va falloir former nos étudiantes à la sensibilité linguistique, mais maintenant à la sensibilité des systèmes d'intelligence artificielle aussi pour leur permettre d'être capables de naviguer ces deux choses-là en même temps. Zélie, tu étais la prochaine à avoir la main levée. On t'écoute? Oui, bon, moi, je m'intéresse à la pédagogie. D'abord, je trouve la présentation fascinante et puis je suis tout à fait gagnée à la nécessité du rattrapage qu'on doit faire. On est malheureux, les enseignants, les chercheurs, les enseignants, on est à l'arrière-garde en la matière. Ça fait très longtemps, en traduction automatique aussi. On essaye de rattraper, mais disons, je suis totalement d'accord qu'il faut vraiment faire un grand changement. Mais là, moi, je réfléchis à l'enseignement de la terminologie, ce que je comprends de l'interaction avec la machine, comme Philippe nous l'a présenté, ça suppose du dialogue avec la machine pour lui dire quelles sont tes sources? Est-ce que tu es certain que ce sont tes sources? Est-ce que c'est une définition selon les règles, etc. Donc, toi, tu poses des questions parce que tu es déjà formé en terminologie et que la terminologie classique. Donc, tu sais déjà ce que ça devrait être. Mais, donc, je me dis qu'il y a une séquence à respecter pour l'enseignement. Il faut d'abord, je crois, commencer par expliquer ce que c'est qu'une définition, ce que c'est qu'un équivalence, la différence entre la traduction et la recherche terminologique, etc. Autrement dit, ce que tu as présenté, ça vient en fin de parcours ou ça vient un deuxième cours sur le sujet parce que c'est pas une annexe, hein, c'est beaucoup plus que ça. Alors, donc on revient, il faut impérativement commencer par le classique, mais surtout trouver la place pour le nouveau, la machine. Voilà, c'est ma réflexion. Par où on commence. Et ça me rassure aussi quand tu dis que les outils terminologiques existants, comme les banques de données, etc., ça a l'air que c'est encore On pourrait même utile et dire, nécessaire. par exemple, Logiterm, tout ça, c'est toujours utile. Ça ne va pas être Mm. remplacé, etc. Parce que la machine ne peut pas le faire. Je dois avouer que pédagogiquement, au tout début, quand je pensais à l'intelligence artificielle, je me disais ça va être un bon tuteur pour les étudiantes et les étudiants, etc. Et en l'utilisant, je me suis rendu compte, non, non, c'est plutôt les étudiantes et les étudiants qui vont être les tutrices et les tuteurs de l'intelligence artificielle. Et ça va ralentir leur travail plus qu'autre chose. C'est bon si jamais on veut développer la pensée critique des étudiants et des étudiantes parce qu'ils vont devoir toujours lui poser la question, c'est quoi tes sources? C'est quoi ton raisonnement? Pourquoi tu as fait ça? Etc. Et je pense que, mettons, si jamais on est en mode entreprise, on pourrait avoir littéralement une intelligence artificielle qui pourrait être, après des mois, entraînée pour travailler comme on veut qu'elle soit entraînée. Mais il ne faudra pas trop la faire sortir de ce sur quoi on l'a entraîné, parce qu'après, il faudra la réentraîner entièrement sur un petit truc qui est légèrement déviant. Donc, j'ai pas l'impression que c'est capable de prendre quelque chose qu'on a utilisé dans un domaine, qu'elle puisse le retransmettre dans un autre domaine. Des fois, c'est ce dont on se plaint avec les étudiantes. Les étudiants ils sont incapables de transférer les connaissances d'une chose à l'autre, euh, mais la machine est vraiment incapable de le faire. Euh, et ça, ce seront les étudiants qui devront lui dire, hey, fais ça. Puis elle va être encore mélangée. Donc, au début, je pensais que ça allait être un tuteur, puis maintenant, je me dis, au max, c'est un auxiliaire d'enseignement, de recherche, euh, mais encore pas la meilleure personne pour le faire.
Merci, Philippe. Sophie, tu avais l'année levée, la main levée, oui, ensuite. Juste pas oublier d'allumer ton micro. Merci. Merci beaucoup. C'était super intéressant et ça vient juste confirmer mon sujet de recherche. Mhm. Je veux travailler sur l'enseignement et l'évaluation de l'IA, des capacités de post-édition des étudiants avec l'IA, mais je lis et plus j'entends à la suite de votre présentation, les traducteurs, dans le fond, doivent être les spécialistes de l'utilisation de cet outil. Donc, il faut aussi enseigner aux étudiants comment l'utiliser et encore plus développer leur capacité de jugement, de réflexion. J'ai des étudiants de première année à qui je ne permets pas l'utilisation de l'IA, évidemment, parce que je veux qu'ils apprennent la base, mais ceux qui sont rendus plus loin, là, je leur permets, mais ça me prend des justifications. Alors, oui, ChatGPT t'a dit tel truc. Pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu trouves que c'est bien? Pourquoi? Donc, justifie avec, évidemment, les théories qu'on leur montre, mais je veux qu'ils apprennent à m'expliquer pourquoi. Parce que c'est sûr que deux traducteurs peuvent dire, ouais, moi, je préfère ce terme-là, moi, je préfère l'autre. D'accord. Les deux sont peut-être bons, mais pourquoi? Fait que je pense que ça pourrait leur permettre aussi de mieux comprendre comment utiliser cet outil-là. Puis, effectivement, c'est un outil, une aide, mais c'est tout. Ça peut être aussi très fastidieux de faire des recherches, poser des questions, lui redemander. Là, il répond, puis il n'est pas content, puis il répond pas la bonne chose, puis il ne comprend rien. Tu sais, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Là. Mais merci infiniment, vraiment, ça a été une super conférence. Et je dois avouer pour ma part que je trouve qu'il faut tellement poser de questions, si jamais j'étais étudiant, il faut tellement poser de questions que ça peut ralentir le travail des étudiants. Et ça, au début, on ne le sait pas, mais à la fin, si on fait un bon travail et qu'on est avec une personne qui comprend mal ce que l'on veut, ça va vous donner donc des réponses qui sont pas bonnes. Ça va justifier à sa façon pourquoi il l'a fait, mais ça va toujours être mal. Et le gros problème, c'est qu'à la fin, ça va donner un mauvais travail et qui va prendre beaucoup plus de temps à faire que si jamais l'étudiante ou l'étudiant l'avait fait toute seule. Oui, effectivement. Donc, on en est là. Comme je dis, c'est un bon auxiliaire, mais ça prend du temps avant que ce soit bon. Bon, si jamais on l'utilise pour mettons, un cours en particulier, pour faire un travail en particulier, ça va être nul. Ça va Mhm. être nul. Ça va pas être bon, ça va être vraiment nul. Je présume que c'est mieux aussi quand on est abonné puis qu'on a notre propre. Les étudiants ne paieront peut-être pas un abonnement, ça va peut-être être moins efficace que si nous, on le nourrit tout le temps. Ça, c'est un peu plus comment dire, c'est un peu plus de technicalité, donc ça va faire des PowerPoints, ça va suggérer des PowerPoints. Par exemple, le bleu derrière, vous avez vu, tout ça, c'est la machine qui m'a dit, ah, tu peux le faire bleu parce que c'est un peu plus technologique. Donc, elle m'a véritablement fait la structure du PowerPoint que j'ai utilisé. Quand je l'ai réutilisé sur PowerPoint, à chaque fois que je voulais exporter une diapositive dans le PowerPoint, le diaporama donc qu'elle m'avait fait, la diapositive devenait blanche. Donc, il a fallu que je reprenne C'était un peu plus compliqué que je le pensais de faire quoi que ce soit. Donc, il y a des points, il y a des points bons, il y a des bons points, il y a des mauvais points pour ça. Je remarque que Laurence avait aussi écrit dans les commentaires que elle, selon ses essais, en fait, c'était plus chronophage de travailler avec la machine que pas. C'était un peu la réflexion que je me faisais aussi quand tu expliquais le nombre d'itérations des questions que tu devais faire avant. Je me disais, oui, mais là, est-ce qu'on sauve vraiment du temps? Mais bon, c'est peut-être un investissement si on veut que la machine fasse Ce ce que je peux qu'on veut. dire, c'est si les personnes qui sont à Concordia, là, si je me voulais voir, parce que pour faire ce diaporama, j'ai eu beaucoup de discussions avec la machine. Je peux vous présenter les heures et les heures et les heures de discussion qu'on a eues et le raisonnement, c'est quoi qu'elle me donnait, etc. Et ça, c'est fascinant de voir comment elle apprend pas, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut. Par exemple, hier soir, j'avais tellement peur qu'elle me fasse de mauvaises révisions. Quand elle m'a appelé pour me dire c'est le temps de réviser, j'ai dit non merci, je l'ai fait tout seul. Euh,
Mais ça en dit long sur la capacité tentaculaire de ces logiciels-là, là, qui sont capables de t'envoyer un courriel, qui sont capables d'avoir accès à des bases de données qui sont supposées être barrées. En tout cas, je laisse la parole à Daniel, dont c'est le tour. C'est un court commentaire dans les lignes directrices que Concordia nous donne pour nous aider à intégrer l'IA. Et je suis d'accord, même si ça me terrorise, qu'il faut faire avec. D'autant plus qu'on vient d'apprendre que dès la maternelle, quoi, nos enfants travaillent avec. Alors, c'est vrai, Zélie, vous avez raison. Tu as raison de dire qu'on est à la traîne, nous, les universités. Parmi les lignes directrices, les conseils qu'on nous donne sur l'utilisation, Sophie, en faisant écho tout à l'heure, si on permet l'utilisation de l'IA, ben, on a un contrat qui nourrit avec nos étudiants et une des façons d'évaluer comment ils l'ont utilisé, c'est de nous dire c'est quoi les requêtes que tu as fait à ton moteur dans ton dialogue pour parvenir à ces résultats. Donc, je pense qu'il y a moyen d'effectivement de travailler avec l'outil, mais à la base, le sens critique, l'autonomie intellectuelle, c'est pas une béquille, c'est quelque chose que tu dois travailler dès la C'est maternelle, essentiel. justement, et c'est ça qui m'effraie parce que sauf tout le respect que je dois à mes étudiants, ils ont énormément de mal, même en dehors de l'IA, d'expliquer de façon très convaincante et très articulée, très structurée leur raisonnement. Donc, il faut vraiment, on a du pain sur la planche. Et je crois fondamentalement que si les institutions d'éducation qui nous précèdent utilisent l'IA sans vraiment euh, expliquer à leurs étudiants et leurs élèves comment le faire, ils vont être en mode autonome et vont pas avoir fondamentalement de réflexe critique. Merci, Philippe. Je pense que Zélie avait une question ou un commentaire. Oui, c'est toujours à propos de notre attitude, la différence générationnelle Mhm. et le changement que l'on vit. On est à l'ère de l'automatisation de tout. Et l'attitude de résistance ne convient pas. Mhm. C'est vrai. Et je crois qu'il faut... on peut pas passer du temps à expliquer à nos étudiants pourquoi l'outil n'est pas bon. Je crois qu'il faut les amener à le découvrir et à le dire par eux-mêmes. Donc, il faut enseigner la traduction, la terminologie de façon conventionnelle, mais tout de suite, quasi en même temps, amener à faire des tâches avec la machine qui vont permettre de valider des choses, du pour et du contre, tranquillement. Ne pas reléguer, je réfléchis très très concrètement à la séquence. Il faut peut-être presque de façon concomitante intégrer l'usage de la machine et faire les comparaisons, faire les discussions pour... il faut arrêter de réagir négativement et de vouloir faire comme avant. C'est ça que je veux dire. Et je sais de quoi je parle. J'ai traversé les périodes, mais je suis convaincue que d'abord, nos étudiants, pour qu'on soit crédible à leur égard, il ne faut pas qu'on soit anti-machine. Mhm. Ça, c'est perdu d'avance. Enfin, si on ne veut pas, on est un peu anti-machine. On est de la vieille garde et on n'est pas crédible. Voilà. C'est tout. Donc, eux, ils ont leurs croyances, nous avons les nôtres, mais si on enseigne, il faut partir d'eux. Et aussi les écouter, les entendre, les comprendre. Et savoir aussi qu'on va vers un mode d'imperfection. Je crois que ça Et s'applique à d'autres choses. Maintenant, on s'est habitué, par exemple, nous-mêmes, à faire des fautes dans nos messages, nos textos, ce que nous ne nous permettions pas avant. Moi, je ne corrige plus automatiquement tout le temps. Euh, Ça dépend à qui je m'adresse, je fais la correction après, ou voilà. Mais on a un seuil de tolérance. absolument. Tout dépend de la tâche. Mais voilà, c'est ça, je m'interroge sur la séquence, parce que quand on dit il faut que le faire à la fin,
l'air de dire c'est secondaire. Euh, Et et comme puis tu le faire au début, c'est dangereux, entre guillemets, parce que ça donne trop de place à l'automatisme. Alors il faut trouver un équilibrage, mais c'était vraiment une grande question pédagogique et didactique, très intéressante. Oui, et comme tu le dis, Voilà. il faut pas avoir peur de l'utiliser et il faut pas la nier, non, nier son existence. Donc, mais il faut savoir l'utiliser avec éthique et intelligence. Mhm. Donc, et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne nous-mêmes et qu'on apprenne aussi aux étudiants. Et parfois, les étudiants peuvent nous apprendre aussi à l'utiliser correctement, parce que ça fait des années qu'ils le font. Donc, il y a un échange extraordinaire pédagogique entre professeurs et étudiants. Moi, je dis toujours à mes étudiants, mon but ultime, c'est que vous soyez meilleurs que moi. Le but de tous les professeurs, c'est que leurs étudiants soient meilleurs à la fin. Donc, si jamais je peux apprendre de vous, c'est génial. Un beau métier quand même. Oh oui. Ouais. Je me permets un commentaire, puis ensuite j'ouvrirai à d'autres questions, commentaires si vous en avez. Mais je pense qu'on a tendance aussi à évaluer les compétences de nos étudiantes des fois. J'ai donné un cours de troisième année de bac l'an dernier dans lequel j'ai décidé de demander aux étudiantes d'ouvrir ChatGPT puis de lui faire faire des exercices qu'elles font habituellement pour démontrer que peut-être que le raisonnement n'était pas aussi certain que ça. Plus de la moitié de ma classe avait pas de compte ChatGPT, l'avait jamais ouvert, ne connaissait pas du tout l'outil. Donc, je pense qu'il faut faire attention à penser que les générations qui entrent dans nos universités sont toutes très à l'aise avec ces outils-là. Je pense qu'elles sont très critiques. Elles sont très peureuses aussi. Vous regarderez les comptes Instagram et autres de vos étudiantes, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent plus leur nom au complet parce qu'elles sont très conscientes que tout ce qu'elles mettent sur Internet est ensuite là pour toujours. Donc, je pense que on attribue à la génération Z un désir d'aller vers la technologie, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cas de toute cette génération-là. Il y en a beaucoup qui sont très critiques envers ces outils-là, puis qui ne voient pas ça comme une panacée, au contraire. Voilà. Rent. Est-ce que d'autres personnes avaient des commentaires ou des questions avant que nous ne clôturions cette conférence fort intéressante? Sophie, tu n'avais pas une question? Moi, j'ai vu ta main disparaître. Oui. C'était pas vraiment une question, c'est juste que j'abondais dans le sens de Mme Guivel sur quand est-ce qu'on intègre ça, comment gérer ça. Euh, Moi, je suis pour qu'on l'intègre, c'est sûr, mais je suis aussi, je suis pas tant, je suis comme entre la vieille école et la nouvelle école, disons. Je suis un peu entre les deux, mais j'ai étudié, bon, j'ai fait mon bac avec pas d'Internet et bon. Puis quand j'ai commencé à travailler, Internet venait tout juste d'arriver, puis je disais aux gens, moi, je vais être pigiste, je vais travailler de chez moi. Puis ils m'ont tous dit, mais voyons, t'es folle. Parce que c'était infaisable, c'était impossible dans ce temps-là. Mais je crois encore qu'il faut vraiment enseigner la base. Moi, des fois, je prends l'exemple sur un ouvrier avant, quand il avait 5 ans, puis que son père, il lui montrait comment visser une vis, ben, il prenait probablement le tournevis au début, son père l'a aidé, mais là, maintenant, dans son travail, il utilise la perceuse électrique, mais tu sais, il y a comme un cheminement à faire avant d'être capable d'utiliser un outil qui comporte plus de risques, disons. Même chose avec l'IA, mais je pense que avant d'être capable de dire, oh, l'IA, là, il y a un anglicisme, là, il y a un faux sens, là, la phrase est mal traduite, ben, il faut savoir c'est quoi un faux sens, un anglicisme, il faut être capable de détecter ces choses-là. Donc, à la base, moi, je pense qu'il faut vraiment garder l'enseignement de base traditionnel et bon, moins, plus conservateur, puis intégrer ça tranquillement, en même temps qu'on leur apprend comment avoir un jugement critique face aux traductions qui sont proposées et aux traductions des autres, aux traductions humaines, etc. Là, je pense que ça fait partie, c'est juste comme augmenter, dans le fond, l'enseignement de la traduction. C'est comme ça que je le vois. Et il faut se dire aussi que si jamais il y a une éruption solaire et que toute la technologie s'efface,
on va avoir besoin de personnes qui sont compétentes. C'est pour ça que j'ai conservé ma machine à écrire. D'autres questions, commentaires concernant. Je trouve que, honnêtement, je trouve que ce serait une intervention excellente pour terminer cette intervention, cette conférence qui fut fort intéressante. Il est aussi 11h30, donc pour être consciente de votre temps à tous et toutes, je pense qu'on peut se laisser ici. Donc, un merci immense à Philippe pour sa présentation et ses interventions comme d'habitude. Merci à tous et toutes d'avoir été présents, intéressés et intéressantes. On vous rappelle que la vidéo va être versée sur le site du LINET probablement aux alentours de la semaine prochaine. Ça va dépendre de mon horaire d'ici là. Euh, et puis, on vous invite aussi à aller voir le site du LINET. Si vous le cherchez sur Google, vous allez le trouver assez facilement. Vous y trouverez tous nos billets de blog, les conférences qui ont été diffusées dans les 2 dernières années et aussi les appels à carnet de blog. Donc, si ça vous intéresse de contribuer, toutes les informations sont là. Alors, merci beaucoup à tous et toutes et on se dit au mois prochain. Au revoir.